Bonjour tout le monde et bienvenue à la capsule numéro 2 de Mademoiselle C. Aujourd'hui, le sujet, le pont Jacques-Cartier. Ce pont-là, vous le connaissez tous. La plupart d'entre vous l'avez au moins vu une fois dans leur vie. Là, si tu es allé à la ronde, tu n'es même passé dessus probablement. Ben, en fait, tu n'as pas le choix. Ah, moi, tu as pris le métro. Alors, j'ai des tonnes d'anecdotes à te raconter au sujet du pont et de sa construction. Alors, c'est parti. Premièrement, l'ingénieur qui a conçu le pont Jacques-Cartier, M. Philip Louis Pratley, qui est né en Angleterre et qui est arrivé à Montréal par la suite. Donc, c'est un Anglais. Vous aurez, tu sais, dans 1930, on a jasé en classe, hein, les ingénieurs et les gens qui avaient des autres professions qui étaient allés à l'école longtemps, c'était des Anglais, très rarement des francophones. Et on voit vraiment ici, regardez, Mr. P.L. Pratley, parce qu'on a vu hein, que le MR, c'est pour Mr., puisque pour monsieur, c'est seulement un M point. Là, vous avez une vue cartographiée du pont. Je vous l'ai montré parce que la raison pour laquelle on a construit le pont Jacques-Cartier, c'était vraiment pour faire la liaison entre la rive sud, c'est-à-dire la ville de Longueuil, les villes de la rive sud, mais ça part de Longueuil, et se rendre de l'autre côté de la rive à Montréal. Et là, vous voyez au centre que c'est l'île Sainte-Hélène qui, au départ, n'était pas aussi grosse qu'aujourd'hui, mais ça, on en a parlé avec l'Expo 67 et M. Jean Drapeau plus tôt cette année. Ça ici, c'est une vue du pont, mais sur une réelle photo une prise de vue aérienne. Et là, par exemple, c'est le contraire. Là, Longueuil et la rive sud est ce côté-ci. L'île Sainte-Hélène et Montréal est en bas ici, là, on voit pas sur la photo, mais c'est Montréal. Je veux que vous portiez une attention tout de suite au fait que le pont n'est pas en ligne droite, mais je vais en reparler plus tard. Pourquoi on a voulu construire un pont? Bien, en fait, les gens de la Rive-Sud voulaient absolument trouver une façon de se rendre sur l'île de Montréal, les agriculteurs, parce que ils voulaient aller au marché à Montréal pour vendre leur foin, surtout. Et là, l'été, en fait, les agriculteurs avaient super hâte toujours à l'hiver parce qu'il y avait enfin une façon de traverser et c'était sur la glace. Le fleuve gelait et les gens traversaient à pied ou en carriole pour se rendre à l'île de Montréal. L'été, traverser du foin en bateau, une grosse quantité de foin, comme vous voyez sur la photo ici, ça se faisait vraiment pas, là. Donc, l'hiver, les gens étaient très heureux. Là, vous voyez, fait que ça, c'est le fleuve qui est gelé, c'est de la neige partout. On appelait ça un pont de glace, en fait. Fait qu'on on créait un chemin sur le fleuve. Les gens devaient toujours emprunter le même chemin parce que c'est à cet endroit-là qu'on s'était assuré que la glace était assez forte, qu'elle était assez épaisse et assez bien prise pour être capable de supporter le poids des gens d'un bord à l'autre. Pour être certain que les personnes empruntaient toujours le même chemin, on balisait la route de pins ou de branches. Donc, les gens savaient exactement quelle route utiliser sur le pont de glace. Une autre photo ici de l'époque où est-ce que les gens traversaient. On voit aussi quelques branches utilisées pour faire le chemin. Une autre, là, on le voit vraiment bien, le chemin avec les pins et les branches. Puis ici, c'était des petites maisons transitoires que les gens installaient tout le long du pont de glace. Là, quand je dis pont, on se comprend, c'était pas un pont dans les airs, c'était vraiment une route sur le fleuve, mais c'était un pont puisqu'il permettait de traverser l'eau, même si elle était gelée. Ces maisons transitoires-là, on les appelait des caboulots. Dans les caboulots, en fait, il y avait souvent de l'alcool qu'on servait aux gens qui voulaient s'arrêter en chemin pour prendre une pause, qui voulaient s'arrêter pour se réchauffer parfois, parce qu'il y avait, oui, les agriculteurs qui traversaient pour se rendre au marché de Montréal, mais il y avait aussi des gens qui faisaient juste des promenades de santé et qui traversaient de la Rive-Sud à Montréal à la marche. Ils pouvaient s'arrêter dans les caboulots. Il y a même, durant 4 hivers, pas 4 hivers, je vais vous expliquer en détail, mais de 1980 à 83, donc ça fait 4 années, il y a une compagnie de chemin de fer qui a tenté, puis qui a réussi, d'installer un rail sur le pont de glace et d'y faire traverser une locomotive. En fait, un train.
Donc, là, on pouvait traverser plusieurs marchandises de la rive sud à Montréal ou le contraire. Le premier hiver, en 80, ça a super bien fonctionné. En 81, dès le début de l'hiver, la glace a cédé et la locomotive, donc le wagon de tête, est tombé dans l'eau. Il n'y a pas eu de mort. Tout le monde a réussi à s'en sortir vivant, mais on s'est dépêché de reconstruire les rails puis de les mettre juste un petit peu à côté. Et on a pu finir l'hiver avec ce fameux chemin de fer-là sur le fleuve gelé. En 82, on n'a pas pu parce que l'hiver a été si doux qu'on a ça n'a pas été possible de faire la traverse pour un chemin de fer. Les gens à pied, oui, mais un chemin de fer, c'est beaucoup plus lourd. Et en 83, ça a été le dernier hiver, puisque la compagnie de chemin de fer a vendu à une autre compagnie de chemin de fer plus grosse. Elle avait des problèmes financiers. Et la compagnie de chemin de fer qui a racheté a plus voulu faire ça sur le fleuve. Donc, ça a duré seulement 4 hivers, mais finalement même 3, puisqu'en 82, ils ne l'ont pas fait. Ici, j'ai une image justement de... c'est un dessin, c'est pas une photo, on se comprend, là, mais de la locomotive qui a coulé dans l'eau sous la glace. Ils ont réussi à la sortir finalement, mais elle a coulé quand même. Alors, pour toutes ces raisons, les gens réclamaient vraiment un pont pour pouvoir traverser de la rive sud, c'est-à-dire, il existait d'autres ponts ailleurs au Québec, mais là, vraiment pour traverser de Longueuil à Montréal. Donc, la construction débute en mai 1925. On commence la construction, première pelletée de terre. Et malheureusement, je n'ai retrouvé aucune image de ça. Je comprends pas, ça a dû passer dans les journaux dans ce temps-là. J'ai aucune image ni de l'inauguration, ni de la première pelletée de terre. Étrange. Pour construire ce pont Jacques-Cartier-là, il a fallu exproprier des gens. On en a parlé ensemble, exproprier, c'est quoi quand on a parlé de l'aéroport de Mirabel? Vous vous souvenez? Donc, on est allé cogner chez les gens et on a dit, vous vendez votre maison et votre terrain à la ville, puisque nous avons besoin de ce territoire-là pour construire le pont. Donc ça, c'est un des bâtiments qui a été détruit et en fait exproprié. Donc, les propriétaires ont été expropriés, donc on a détruit le bâtiment. Ici, vous voyez, on était tellement pressés de commencer la construction, puis on avait hâte, c'est un super beau projet. On avait commencé la construction du pont. Ça, c'est déjà le pont qui est débuté. Puis on n'avait même pas terminé de détruire les maisons des propriétaires qu'on avait expropriés. Donc, elle a été détruite par la suite. Le pont était déjà commencé. Ici, on voit une construction, le pont en construction. Donc, vous voyez qu'il a commencé ici. Il est sur l'île Sainte-Hélène. Vous voyez qu'elle est vraiment petite à ce moment-là, hein? On n'est pas encore à l'Expo 67, elle grandit avec la terre du métro. Elle est tout petite, il n'y a pas de ronde dessus, il n'y a rien là. Ça s'est fait par la suite. Et hop, la portion ici pour se rendre n'est pas faite encore. Une autre photo qui nous montre durant la construction du pont Jacques-Cartier. Là, on avait déjà un bon bout de fait, il nous manquait la partie centrale. Il y a plusieurs Autochtones qui ont travaillé sur le pont Jacques-Cartier. Il y a plusieurs ouvriers de plein de nationalités. Mais pourquoi je vous parle des Autochtones? C'est qu'il y a un mythe. Et même moi, j'ai appris que c'était pas vrai. J'ai longtemps cru à ce mythe-là qui disait que les Amérindiens autochtones n'avaient pas le vertige. Et c'est pourquoi on les engageait souvent pour travailler comme ouvriers sur les très hautes structures, là, même à New York, différents ponts. Sauf que c'est un mythe. C'est pas vrai du tout. Ce qui explique peut-être que souvent des Amérindiens qui travaillent sur les hautes structures, c'est que probablement que de par leur culture puis leur façon de vivre, ils sont un peuple qui a vraiment pas froid aux yeux. On a juste à se rappeler quand nous, on est arrivés comme colons en Nouvelle-France, ils nous aidaient à se déplacer et à se diriger en canot dans les rapides. Et eux, ils maîtrisaient super bien ça, ils n'avaient pas peur. Donc, c'est un peuple qui a, on pourrait dire qu'ils sont reconnus pour pas avoir tellement froid aux yeux. C'est pourquoi on en voit souvent dans des constructions hautes. Et durant la construction du pont Jacques-Cartier, il y a eu 5 morts. Là, je n'ai pas retrouvé la preuve de ça, mais moi, j'avais déjà lu quelque part qu'il y avait c'est pas des Autochtones, c'est 5 ouvriers tout court, là. Je ne sais pas de quelle nationalité ils étaient, mais qu'il y avait des gens
qui sont morts durant la construction du pont Jacques-Cartier, qui, entre autres, durant qu'ils coulaient les gros piliers de ciment, bien, en 1925, 26, 27, 28, là, la sécurité au travail, c'était pas comme aujourd'hui avec les lois. Hein? Les gens n'étaient pas attachés, ils n'étaient pas équipés en fonction du chantier de construction sur lequel ils travaillaient. Il y aurait un ouvrier qui serait tombé dans le pilier pendant qu'on coulait le ciment. Mais c'est un pilier de des dizaines de pieds de hauteur. C'était absolument hors de question que quelqu'un aille le sortir de là. C'était impossible. Donc, un ouvrier serait tombé dans le pilier de ciment en le coulant et il serait donc mort dans le pilier de ciment. Je n'ai pas retrouvé la preuve de ça, par contre. Dans un des piliers, juste en face au pied du courant, vous ne le voyez pas vraiment là-dessus, mais je veux que vous rappeliez du pied du courant, je vais vous en parler dans une autre capsule. Dans un des piliers, c'est-à-dire celui qui est au coin de Notre-Dame et Saint-Antoine, on a inséré en coulant le ciment une capsule qui contient 59 objets de l'époque, c'est-à-dire de l'année 1925 ou 26. Donc, entre autres, des journaux datés du 7 août 1926, des pièces de monnaie de 1925, des photographies aériennes du port de Montréal et plusieurs autres objets comme des cartes de la ville, des plans de la ville. Et je vous arrête ici parce que ce serait trop long, je ne veux pas vous ennuyer. Je vais publier une prochaine capsule pour la suite dès demain, dans laquelle je vous dirai le pont Jacques-Cartier ne s'est pas toujours appelé le pont Jacques-Cartier. Je vais vous expliquer comment il s'appelait et pourquoi il a changé de nom. Je vais aussi vous expliquer pourquoi le pont Jacques-Cartier. Je vous ai dit au début, regardez, il n'est pas en ligne droite, hein? Il y a des courbes dans le pont Jacques-Cartier. Je vais vous expliquer pourquoi et c'est à cause, entre autres, d'un monsieur qui avait la tête bien dure. Entre autres choses, parce que j'ai plein d'autres anecdotes pour vous. À demain!